Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Emmanuel Macron à Libreville pour participer au One Forest Summit. L'événement international consacré à la protection des forêts tropicales s'est ouvert hier dans la capitale gabonaise. C'est la première étape de la tournée africaine du chef d'État français. Alors que les résultats annoncés par la CENI donnent le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, vainqueur de la présidentielle de samedi dernier au Nigeria, la contestation monte à Yola, fief de l'opposant Atiku Abubakar. Ses partisans dénoncent des manipulations de vote. Et enfin, c'est l'un des pires accidents ferroviaires en Grèce. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux trains sont entrés en collision. L'un transportait des marchandises et l'autre des passagers. Et cet accident qui a coûté la vie à 46 personnes serait dû à une tragique erreur humaine. Nous reviendrons sur les circonstances du drame en fin d'édition. C'est la première étape de sa mini-tournée africaine de 4 jours. Emmanuel Macron, le président français, a atterri hier soir à Libreville au Gabon. Il participe ce jeudi au sommet On Forest, une rencontre axée sur la protection des forêts tropicales. Cette tournée qui le conduira ensuite en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC devrait lui permettre aussi d'asseoir les nouvelles bases de la relation entre la France et le continent africain. Laurent Leleu. Il était aux alentours de 19h quand Emmanuel Macron a atterri à Libreville au Gabon pour une tournée de 4 jours en Afrique centrale. La veille, lors de son discours sur la nouvelle politique africaine de l'Hexagone, le président français avait dévoilé les contours diplomatiques, géostratégiques et militaires de ce déplacement, vu comme le point de départ d'une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent, où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes. Le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Le climat, justement, il en sera question lors du sommet sur la préservation des forêts du bassin du Congo, co-organisé par la France et le Gabon, auquel les deux chefs d'État, accompagnés de plusieurs autres dirigeants africains, participeront. Une présence qui n'est pas anodine. Le Gabon est considéré comme précurseur dans la gestion durable des forêts et la protection de la biodiversité, un capital forestier qu'il est indispensable de protéger. Il va surtout faire un point sur l'état des lieux et les mesures qui doivent être prises dans les prochaines années pour préserver ce capital forestier. Emmanuel Macron effectue son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Il s'agit de la première visite d'un président français au Gabon depuis celle de Nicolas Sarkozy en 2010. Le chef de l'État français se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, jusqu'à samedi soir, avant un retour dimanche matin à Paris. Le coup d'envoi de ce One Forest Summit a eu lieu hier à Libreville au Gabon. Cette rencontre internationale s'achève ce jeudi. Il a été décidé lors de la COP27 en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Objectif, trouver des solutions concrètes pour allier gestion durable des forêts tropicales et développement économique des pays forestiers. Souila Spaihi. Face aux conséquences du changement climatique auquel le monde est de plus en plus confronté, les forêts apparaissent comme l'une des principales solutions pour freiner les dégâts. Mais les ressources forestières censées contribuer à lutter contre les effets du dérèglement climatique sont elles aussi menacées. Au Gabon, ce mercredi, un sommet qui réunit acteurs financiers internationaux, experts et des chefs d'État s'est ouvert avec pour objectif de trouver des solutions concrètes afin de conjuguer gestion durable des forêts tropicales et développement économique des pays forestiers. L'édition de cette année, qui est co-organisée avec la République gabonaise,
porte spécifiquement sur la question de la gestion durable des forêts. Et donc, à travers ce concept, nous avons des acteurs de divers horizons, les 3 principaux bassins forestiers, le bassin amazonien, le bassin d'Amérique du Sud-Est et le bassin du Congo, qui se retrouvent pour discuter de comment améliorer la gestion durable de ces forêts pour pouvoir les préserver à l'échelle globale. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies à l'hôtel Radisson à Libreville pour le coup d'envoi de cette édition du One Summit Forest. Les travaux ont été lancés conjointement par la secrétaire d'État française chargée du développement, Chrysoula Zakharopoulou, et le ministre de l'Environnement gabonais, Lee White. Ce sommet intervient dans un contexte de menaces croissantes sur les forêts dans le monde, du fait entre autres de l'action de l'homme. L'Amazonie, le premier massif forestier, est en passe de devenir une savane. La partie brésilienne de cette forêt a perdu entre janvier et juin 2022 60% de sa superficie. Le bassin du Congo, deuxième massif forestier et poumon écologique de la planète, avec ses 220 millions d'hectares de forêts répartis à travers plusieurs pays, dont la RDC, le Congo-Brazzaville et le Gabon, subit également le même sort. La situation en RDC est un peu plus compliquée parce que c'est un pays extrêmement dense. Ils perdent chaque année 500 000 hectares de forêt aujourd'hui, liés essentiellement à l'utilisation des ressources naturelles par les populations locales, et c'est une vraie préoccupation. Trouver des solutions pour permettre à ces populations de vivre dans ces territoires sans pour autant les dégrader est vraiment, à mon avis, le challenge qu'il faut que le One Forest Summit capte pour aider à la préservation de ces forêts. Cet événement organisé à l'initiative des chefs d'État gabonais et français, Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron, prend fin ce jeudi. Plusieurs autres chefs d'État, comme Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Denis Sassou Nguesso du Congo ou encore l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, y sont attendus. Après l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième plus vaste massif forestier. C'est le cœur vert de l'Afrique, un poumon vital pour le climat. Selon les scientifiques, ce bassin est celui dont le taux de séquestration nette de CO2 est le plus important au monde. Une ressource vitale pour la planète. Sa protection est au cœur du One Forest Summit qui se tient actuellement au Gabon. Soukaina Skali. Avec ses 220 millions d'hectares de forêt, il constitue le plus grand massif forestier de la planète après l'Amazonie. Il s'agit du bassin du Congo. S'il s'étend sur plusieurs pays d'Afrique centrale, il couvre près de 90% du territoire du Gabon. Depuis mercredi, sa préservation est au cœur du One Forest Summit. Nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour attirer l'attention des populations sur l'importance de cette forêt justement qui, je leur rappelle, fait notre fierté. Avoir une forêt comme ça en pleine capitale, il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui l'ont. Bien moins connu que la forêt amazonienne, le bassin du Congo constitue pourtant un immense puits de carbone et une source de nourriture pour de nombreux êtres humains. Au total, il représente 10% du CO2 capté par les végétaux dans le monde. L'Amazonie est devenue émetteur de CO2 net, alors que les forêts du Congo, le bassin du Congo sont devenus des puits, sont toujours des puits de carbone. Donc c'est cette différence qui fait qu'aujourd'hui, on considère que le bassin du Congo, c'est le seul poumon aujourd'hui qui fonctionne encore, contrairement au bassin amazonien qui commence à émettre une partie du carbone. La préservation du bassin du Congo revêt un enjeu environnemental, mais également économique. L'objectif du sommet est d'allier préservation et exploitation des forêts et s'assurer que les bénéfices aillent à la population locale. Autre objectif affiché, trouver des solutions pour inciter financièrement les pays du Sud à préserver leurs forêts afin de maintenir leur rôle de puits de carbone. Au Nigeria, la colère gronde dans le rang des partisans de l'opposant Atiku Abubakar, alors que les résultats annoncés par la CENI donnent le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, vainqueur de la présidentielle du samedi dernier dans le pays. La contestation monte à Yola, fief de l'opposant. Ses partisans dénoncent des manipulations de vote. Mathieu Nicolas. L'amertume, c'est le sentiment qui règne à Yola.
Dans ce fief de l'opposant Atiku Abubakar à l'est du Nigeria, les habitants comptaient sur le scrutin du 25 février pour voir leur candidat se hisser à la présidence du pays. C'était la 6e fois qu'il se présentait à la magistrature suprême. Finalement, c'est Bola Tinubu du parti au pouvoir qui l'a remporté selon les chiffres de la commission électorale indépendante. Quelques heures après l'annonce des résultats, les partisans du PDP ne digèrent toujours pas la défaite. Cette fraude est agaçante. Si je dois vous dire comment je me sens si mal. Mais je comprends. J'ai oublié que ce pays est une fraude. Dans son ensemble, c'est une fraude. La colère, elle est surtout provoquée par les défaillances du système de vote. Même si le vote de samedi s'est globalement déroulé dans le calme, des retards dans le décompte et d'importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, expérimentés pour la première fois au niveau national, ont alimenté les inquiétudes et des accusations de fraude contre l'APC. C'est à eux d'utiliser le système d'authentification des électeurs qui n'a pas été utilisé. De nombreuses personnes ont été arrêtées. Ils étaient là, ils peuvent voir leurs photos, ils auraient pu les autoriser à voter, mais ils les ont renvoyés et certaines personnes ont été arrêtées. Donc le travail qui avait été fait précédemment a été tronqué et il s'est passé beaucoup d'autres choses. Alors comment ont-ils obtenu ce nombre de voix? C'est très louche. Les responsables électoraux espéraient que les nouvelles technologies contribueraient à rendre l'élection plus transparente, en vain. Comme Atiku Abubakar, Peter Obi du Parti travailliste qualifie le scrutin de samedi d'imposture. Les deux candidats d'opposition peuvent encore saisir les tribunaux pour contester ce scrutin. Quant au président élu du Nigeria, Bola Tinubu, il appelle les partis d'opposition à accepter les résultats pour épargner au Nigeria une crise post-électorale. À Lagos, au Nigeria, on réagit également à l'élection de Bola Tinubu. Si certains dénoncent les conditions de déroulement du scrutin, d'autres apprécient le choix porté sur le candidat du parti au pouvoir et espèrent que le nouveau président changera la situation économique du pays. Je vous propose de les écouter. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment enthousiaste. J'ai voté pour Bola Tinubu qui est ensuite devenu notre président. Et j'espère, je crois, spirituellement qu'il va faire quelque chose. J'ai rêvé qu'il devienne président et mon rêve s'est réalisé. Il est évident que les élections ne se sont pas bien déroulées à certains endroits. Mais la CENI a fait son travail et a annoncé le gagnant. Donc, s'il y a un problème que tout autre parti a avec les résultats des élections, je pense qu'il devrait saisir le cas et faire le nécessaire. Alors que les contestations montent dans un nouveau discours rassembleur, le président nouvellement élu du Nigeria, Bola Tinubu, a appelé mercredi ses rivaux à travailler ensemble pour relever le pays. On l'écoute. À ceux qui ne m'ont pas soutenu, je demande de ne pas laisser la déception actuelle vous empêcher de prendre conscience des progrès nationaux historiques que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble. Nous devons nous donner la main dans cet effort commun pour faire avancer cette nation. En un mot, je vous demande de travailler avec moi. Je suis peut-être le président en élection, mais j'ai besoin de vous. Plus important encore, le Nigeria a besoin de vous bien plus encore. C'est une nouvelle manifestation de la brouille entre Ouagadougou et Paris. Dans un communiqué daté du 28 février, les autorités burkinabè dénoncent l'accord d'assistance militaire conclu en 1961 avec la France. Cette dénonciation intervient quelques semaines après l'obtention du retrait de la force française Sabre du Burkina Faso. Dans son courrier qui dénonce l'accord, Ouagadougou donne un délai d'un mois à Paris pour le retrait définitif de tout le personnel militaire français en service dans les administrations militaires burkinabè.
Après le discours qualifié de raciste du président tunisien Kais Saied à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne, des pays comme la Côte d'Ivoire ont décidé de rapatrier leurs ressortissants de la Tunisie. Abidjan a annoncé mercredi avoir enclenché des opérations de retour qui devraient permettre à 500 Ivoiriens de revenir en Côte d'Ivoire. Selon le gouvernement ivoirien, l'opération coûtera au Trésor national au moins 1 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc, de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. D'autres nouvelles en plus bref, présentées par Noël Ndong, Suilas Bayri et montées par Ahmed Chignou. Il s'agira de la préparation des élections en Libye, de l'étude du projet de texte de la réforme cet après-midi au Sénat en France et de la guerre en Ukraine où une frappe a touché un immeuble résidentiel à Zaporizhzhia. C'est parti. En Libye, le chef du gouvernement d'unité libyen a demandé à l'ONU de fournir une assistance technique pour l'organisation des élections dans son pays. Dans sa lettre adressée au secrétaire général Antonio Guterres, Abdulhamid Dbeibah a appelé à une coordination pour l'envoi d'observateurs internationaux dans le cadre du processus électoral jusqu'à son aboutissement et l'approbation de son résultat final. Il demande aussi à l'ONU d'assurer la coordination avec le gouvernement d'unité et la haute commission électorale pour faire de ces élections un succès. Plusieurs fois reportées, ces élections sont censées résoudre la crise née du renversement du colonel Kadhafi en 2011. Après un passage de 2 semaines à l'Assemblée nationale, le débat sur la réforme controversée des retraites s'engage ce jeudi après-midi au Sénat. Plus de 4700 amendements ont été déposés. Les débats pourront théoriquement s'arrêter après avoir débuté. La faute à l'opposition de gauche qui a décidé de déposer 2 motions qui seront discutées cet après-midi. Mais Gérard Larcher, le président du Sénat, a prévenu. Il fera tout pour aller au bout du débat sur la réforme. La droite, majoritaire au Sénat, devrait contribuer à des débats plus pondérés qu'à l'Assemblée. Ces derniers jours, les gestes d'ouverture se sont multipliés à l'égard de la majorité sénatoriale. L'exécutif table sur la Chambre haute pour conférer une légitimité démocratique à une réforme dont la gauche et les syndicats exigent le retrait. Une frappe de missile a touché un immeuble résidentiel ce jeudi dans la ville de Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine. Le bâtiment a été presque totalement détruit par le bombardement. Selon un dernier bilan provisoire, au moins 3 personnes auraient été tuées, 6 blessées. Plusieurs autres seraient encore coincés sous les décombres, selon la police ukrainienne. Selon des informations préliminaires, le tir de missile venant d'une batterie de S-300 a détruit plus d'une dizaine d'appartements où des gens dormaient paisiblement. Une attaque condamnée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En Grèce, la collision meurtrière de 2 trains est due à une tragique erreur humaine, selon le Premier ministre. Plus tôt, le ministre des Transports avait annoncé présenter sa démission après cet accident entre un train de passagers qui reliait Athènes à Thessalonique dans le nord du pays et un convoi de marchandises. C'est l'un des pires accidents que la Grèce a connu. Cet accident a causé la mort de 46 personnes. Nous revenons ici sur les circonstances de ce drame avec Mathieu Nicolas. Des images amateurs qui montrent le chaos après l'accident. On y voit un camion de pompiers sur les lieux de la collision. De la fumée s'échappe des wagons détruits. La Grèce est sous le choc après la catastrophe ferroviaire survenue lundi, peu avant minuit. Un train de passagers et un convoi de marchandises sont entrés en collision à Larissa,
Au moins 46 personnes sont mortes et plusieurs dizaines blessées. J'étais dans la seconde voiture avec des amis. Je pense que dans la voiture qui était devant, peu de chances qu'il y ait des survivants, car c'est cette voiture qui a subi le choc. Parmi les 36 personnes décédées, les victimes étaient majoritairement des jeunes. Ils étaient les passagers de l'un des trains qui se rendait à Thessalonique depuis Athènes. C'est ce train qui est entré en collision frontale avec le train de marchandises qui arrivait en sens inverse sur la même voie. J'ai senti un freinage très violent et soudain j'ai vu des étincelles et des flammes du côté des fenêtres. C'était la panique. On a essayé de sortir le plus vite possible, on a essayé de casser les vitres et quand nous sommes sortis, c'était le chaos. L'accident qui s'est produit la nuit dernière près de Larissa a choqué au-delà des frontières de la Grèce. Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur place, les sauveteurs et le personnel médical qui font tout leur possible pour secourir le plus grand nombre de personnes possible, et nos pensées vont aujourd'hui au peuple grec. Tout au long de la journée, des équipes de sauveteurs et les pompiers ont travaillé pour dégager les décombres et trouver des survivants. La gravité de la collision est telle que les opérations de secours sont toujours en cours. Il s'agit, selon les médias grecs, du pire accident ferroviaire que la Grèce n'ait jamais connu. À Rabat, au Maroc, l'Institut du monde arabe présente depuis hier mercredi une sélection de sa collection d'art contemporain sur les avant-gardes arabes. C'est la première exposition du genre à l'étranger pour l'Institut basé à Paris. Elle est organisée en partenariat avec la Fondation nationale des musées du Maroc. Cette œuvre immortalisée par cette jeune femme fait partie de l'exposition Modernité arabe. Au total, 116 œuvres d'artistes originaires de 16 pays arabes sont exposées ici, au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, toutes issues de la collection du musée de l'Institut du monde arabe. C'est la première fois que l'Institut du monde arabe inaugure une exposition en dehors de l'Hexagone. Nous présentons une exposition sur les modernités arabes, c'est-à-dire une sélection importante d'œuvres très majeures d'artistes qui ont fabriqué l'art moderne et contemporain arabe. C'est la première fois que le Maroc présente à ses publics ce récit qui montre l'extraordinaire force, la qualité, le niveau d'un monde de talent qui malheureusement, de mon point de vue, reste encore pas assez connu en Occident. Principalement composée de peintures, mais aussi de sculptures, de photographies et d'œuvres graphiques, l'exposition couvre une période qui s'étend de 1945 à nos jours. Cette exposition est importante, car c'est la première fois qu'une telle exposition est présentée dans le monde, en dehors de l'Institut du monde arabe. Même l'Institut du monde arabe n'a pas présenté cette exposition. Et de voir maintenant qu'on rend aussi justice à ces artistes fabuleux, qui sont les artistes arabes, qui ont travaillé depuis des années. Et je trouve que c'est une juste reconnaissance. Ça démarre dans un pays comme le nôtre, de Rabat, ville lumière, capitale de la culture. Cette inauguration intervient alors que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc ne sont pas au beau fixe ces derniers temps. L'exposition de Rabat s'achève le 15 juin. La collection sera ensuite exposée dans d'autres musées du royaume chérifien, situés dans les villes de Tanger et Marrakech. C'est sur ce sujet signé Souilas Bahri que nous prenons congé de vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Prenez rendez-vous avec Soukaina Skali pour la grande édition du soir. Au revoir.